Hello à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live spécial. Alors, il est spécial parce que déjà, c'est mon premier live ici. Voilà, et je suis Christelle Cronier. Alors, si vous me découvrez, sachez que ma mission, c'est de vous aider à reconnecter avec votre énergie et votre puissance intérieure. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est important vraiment. C'est comment retrouver son énergie, sa clarté, et surtout comment se souvenir qu'on est né pour faire des grandes choses. Et vous savez quoi, ça n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Alors nous vivons tous cette vie, on va dire, pour la première fois. C'est fou quand on y pense, non ? Personne n'a de mode d'emploi, on apprend tous en marchant, et puis le pire, c'est que la plupart du temps, on nous donne un mode d'emploi un peu foireux au départ, un mauvais mode d'emploi. Donc voilà, à nous de récupérer les pièces du puzzle au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies. Alors comme vous tous, j'ai traversé aussi des moments difficiles dans ma vie. Voilà. Et vous savez ce que j'ai appris ? Ces moments, ils nous transforment, mais ils ne nous définissent pas. Robin Williams, que j'aime beaucoup, il a dit quelque chose dont je me souviens souvent, qui est, je pense, que les gens qui ont vécu le plus de tristesse sont ceux qui font toujours tout leur possible pour rendre les autres heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ils savent ce que c'est que de se sentir blessé et brisé, et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre ressente ça. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à vous aujourd'hui, et que beaucoup de personnes ont les uns envers les autres, heureusement, ça s'appelle la solidarité. Alors, carpe diem, profite du jour présent, souviens-toi de lui et de son énergie magnétique et poétique. Cette énergie de Robin Williams qu'on retrouvait notamment dans le cercle des poètes disparus, tu te souviens ? Alors toi aussi, tu as envie de faire des grandes choses, et d'ailleurs, je t'ai dit que tu étais née pour ça, c'est clair. Alors pourquoi tu ne bouges pas ? Parce que bien souvent, tes peurs t'en empêchent. Et tu sais, ce qui est fascinant en fait avec la peur, c'est que elle nous fait souvent plus de mal que ce dont on a peur. J'adore aussi ce poème, je ne sais pas si tu le connais, de Khalil Gibran, qui s'appelle La peur. Je vais te le lire, tiens, parce que il est chouette. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets des montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et devant elle, elle voit un océan si vaste qui, pénétré, ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan, parce que c'est alors seulement que la peur disparaîtra. Parce que c'est là que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Cette rivière qui a peur de se jeter dans l'océan, tu vois, c'est chacun d'entre nous face à nos rêves, face au changement. Et tu sais ce qui est encore plus fou en fait avec la peur, en fait, c'est que tu n'as pas peur de regarder les autres, tu as peur que le regard des autres vienne confirmer ce que tu penses déjà de toi-même en négatif. Je te laisse, je vais dire, mijoter là-dessus. C'est comme si finalement on portait chacun des lunettes qui déforment notre propre image. Alors ça, c'est dû à plein de trucs, évidemment, hein. Tous les conditionnements auxquels chacun on a été, je vais dire, soumis, tous les conditionnements qu'on a traversés en fonction de notre entourage, notre histoire personnelle. Et pendant longtemps, moi, je me suis sentie très mal, c'était au boulot, à côté de ceux que j'appelle, je les appelle ceux qui sont en train de mourir à côté de la machine à café, tu sais, qui sont avec leur café là, et puis qui te disent « Ah, j'ai une réunion derrière, et puis ça va être terrible, et je vais avoir ci, et je vais avoir ça, etc. »
Ouais et finalement, ces personnes-là, tu sais ce qu'ils font? Ils font rien d'autre que te plomber ta journée à toi dès le matin et c'est probablement, devant cette machine à café que, j'ai eu, on va dire, la révélation. Je voulais pas finir ma vie, ici, à côté de cette machine à café, à attendre que, eh bien, les années passent et à mourir à côté d'eux finalement, sans réaliser tous les rêves qui, m'habitent depuis toute petite. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine, tu dois avoir les mêmes. Ce moment finalement où tu te dis que, tu mérites plus, que, tu es capable de plus. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu toi aussi. Même si tu n'as pas toujours réussi à mettre ta peur de côté et notamment la peur de la sécurité, hein, très souvent. Alors moi, j'ai tenté l'aventure, j'ai tout explosé. Je suis repartie sur les routes et donc j'ai lâché mon job, et tu sais quoi? En fait, au final, eh bien, je me suis trouvée. Alors je te dis pas que tout est rose, sur le chemin, loin de là. C'est un chemin qui est vraiment difficile, et j'ai fait ce chemin aussi de l'entrepreneuriat qui est un chemin, waouh, il faut le faire, hein et il faut apprendre à être tenace, à être assidu. Bon ça va parce que moi je le suis, quand même, beaucoup déjà à la base, mais c'est aussi un chemin. J'allais te dire, je vais pas utiliser d'adjectif comme merveilleux ou magnifique, c'est un peu naze, mais quand même, c'est un peu ça. Hem, hem, c'est un si tu veux, c'est un chemin qui m'a permis de rencontrer, des personnes extraordinaires, qui m'a permis de visiter des endroits magnifiques où peut-être je n'aurais jamais été, qui m'a permis d'apprendre tout un tas de nouvelles compétences. Alors ce changement, il est pas arrivé d'un coup. J'ai dû apprendre plein de trucs et notamment apprendre à me traiter avec gentillesse, à construire, ce que j'appellerais que comme me l'a dit, une de mes amies une fois, mon ministre de la sécurité intérieure. Tu sais, j'ai mon ministre intérieur qui me protège de plein de trucs. Alors la zone de confort, je sais ce que c'est, hein, j'y étais aussi pendant 15 ans, hein, avec un voilà, un je vais dire un salaire très confortable, plus que confortable et cette fameuse zone de confort en fait, dont tout le monde, te dit, de sortir, je vais être honnête avec toi, en fait, y rester finalement dans cette zone de confort, je trouve que c'est la vraie galère. Ces dernières années, tu vois, je me suis lancé tout un tas de défis et je te jure que j'ai failli abandonner plus d'une fois. Mais au final, tu sais, tout ça m'a prouvé et ce que ça peut te prouver à toi aussi, si tu acceptes de bouger, hein, de ta zone de confort, de dépasser, tes propres, frontières, et de faire bouger tes lignes. Bah, tu vas te rendre compte à ce moment-là de plein de trucs dont moi je me suis rendu compte. Déjà, on se rend compte qu'on est plus fort ou plus forte qu'on ne le pense. On se rend compte qu'on peut vraiment compter sur soi-même. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment confiance en moi, en mes capacités, en tout ce que je suis capable de créer, de déclencher et d'ailleurs la vie me l'a prouvé, hein. Donc sur le chemin, tu vas te découvrir des ressources en toi que tu ne supposais même pas. Au fur et à mesure que tu affrontes tes peurs et puis, je peux te dire qu'il peut y en avoir une tonne de peurs. Moi, j'en avais une tonne et je suis quelqu'un, avec beaucoup de peurs, mais tu sais quoi? En fait, j'ai des peurs, mais par contre, je fais: «Oh, au secours» et puis je fonce. J'y vais, je fonce, voilà et finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu fonces que, le regard des autres et ce qu'ils pensent de toi, c'est pas si grave. C'est pas si grave et tu vas voir que tu es à fond capable de, réaliser des grandes choses. Parce que dès que tu acceptes, en fait, de dépasser ça, enfin, de sortir de ta zone de confort et puis de dépasser ce regard, hein, des que les autres peuvent avoir sur toi. Bah, je te l'ai dit, en fait, on est tous nés pour réaliser des grandes choses. Alors moi qui ai travaillé en télé, hem, finalement, je me rends compte que c'est toi qui décides quand tu veux changer de chaîne.
C'est toi qui tiens la télécommande, pour, changer la chaîne dans ta vie. La question c'est, eh ben, quelle chaîne est-ce que tu veux regarder? Alors tu as plusieurs chaînes à ta disposition, hein, il y a, la chaîne du, métro boulot dodo, il y a, celle des, «Ah si j'avais su». Il y a la chaîne des, «C'est trop tard maintenant», tu vois? Et même celle du, «Un jour peut-être». Moi, ces chaînes-là, j'avais pas envie de les regarder et parfois, ben, on peut rester bloqué sur la même chaîne, longtemps, hein. On peut regarder le même programme en boucle, jour après jour. Ah, il y a mon chat qui ah, il va dire bonjour, voilà. Elle va dire bonjour, tu dis bonjour? Oups, allez hop, elle s'en va. Hem, qu'est-ce que je te disais? Ouais, parfois tu peux regarder le même, programme en boucle pendant très longtemps, comme si tu avais perdu, la télécommande. Alors la vérité, c'est que la télécommande, elle est pas perdue, elle est toujours là dans ta main, sauf que des fois, tu oublies qu'elle est là. Je vois des gens qui, parfois qui vont rester des heures devant leur poste à se plaindre des programmes, alors que la télécommande est juste à côté d'eux. C'est dingue, hein, et moi un jour j'ai réalisé que, j'avais fait exactement la même chose dans ma vie pendant longtemps et tu sais ce qui est encore plus dingue, c'est que, il y a pas que, des grandes chaînes nationales dans la vie. Tu as aussi des petites chaînes locales, des chaînes à la demande et même la possibilité de créer ta propre chaîne. C'est ce que moi je fais au fil des jours, des heures, des secondes, des années. Oui, ta propre chaîne. Alors maintenant, je te repose la question, hem, puisqu'on est en live, quelle chaîne est-ce que tu regardes en ce moment? Est-ce que c'est la chaîne des, «Ah, j'ai pas le choix» ou peut-être la chaîne des, «C'est comme ça, j'y peux rien»? Réfléchis bien à la chaîne que tu regardes, parce qu'il serait peut-être temps de changer et surtout, est-ce que c'est vraiment, en fait, hein, cette chaîne que tu as envie de regarder? Parce que, tu vois, contrairement, à la vraie télé, à la, comment? À la vraie télé, hein, dans la vie, tu peux, changer de chaîne à n'importe quel moment. Tu peux créer tes propres programmes. C'est ce que je t'ai dit, tu peux devenir le producteur de ton émission. Tu peux choisir qui tu veux dans ton casting. Tu peux, décider du concept, de la mécanique, tu peux décider du conducteur, c'est comme ça c'est les termes qu'on emploie en télé. Je suis désolée, je suis restée sur des sur des réflexes. Il y a pas de programme imposé en tout cas, c'est ça que je voulais te dire. Il y a pas d'horaire fixe, il y a pas de grille à respecter. Tu es le directeur de ta propre chaîne. Ça, c'est trop bien parce que je peux te dire que, c'est pas aussi, simple dans les grosses chaînes où tout est, stratifié maintenant, formaté, voilà. Alors que toi, tu peux être ton propre directeur des programmes. C'est ça qui est génial. Alors parfois, bien sûr, bah, quand tu vas changer de chaîne, il peut y avoir un peu de parasites au début, hein. Ça peut se brouiller un peu comme, à l'époque pour ceux qui se rappellent le film de cul sur Canal qui était brouillé. Je dis pas que je regardais ça, hein. Mais c'est normal parce que comme, en fait, quand tu règles, ton antenne pour avoir une meilleure réception et bien, ça demande, un peu de réglage et puis ça demande un peu de patience quoi, tout simplement, hein. Et tu sais quoi? En fait, parmi les meilleures émissions, hem, comment, c'est pas ça que je voulais te dire. J'ai oublié un truc que je voulais te dire. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est que, moi aussi, j'ai changé, de chaîne, mais j'en ai même changé plusieurs fois et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la vie d'un entrepreneur pivoter. Et j'ai changé de plusieurs chaînes de chaînes plusieurs fois, d'ailleurs à l'extérieur, hein, dans ma vie, dans ma vraie vie, puisque j'ai bossé pour plein de chaînes différentes, mais aussi à l'intérieur de moi et à chaque fois, j'entendais un peu les mêmes commentaires. Toujours les mêmes, hein, tu sais, c'est, «Oh là là, mais tu es folle de quitter cette chaîne, c'est une valeur sûre et tu vas le regretter», hem, c'est toujours plus simple, hein, les gens qui te jugent, hein, depuis, un fauteuil, bien confortable et moi je dis toujours, c'est ces mêmes personnes, en fait, qui ont aussi plein de rêves dans la tête, mais qui ont peur de les réaliser, hein, eux-mêmes, ces rêves, donc en fait, ils projettent sur toi leurs propres peurs, hein. Mais
moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la seule chose, que j'aurais regretté finalement, ça aurait été de rester sur une chaîne qui ne me faisait plus vibrer. Alors quelle chaîne est-ce que toi, tu veux vraiment regarder? Celle qui te fait rêver, celle qui te fait grandir, celle qui te fait, qui peut te faire t'envoler dans ta tête? Alors prends cette télécommande, elle est à toi. Elle a toujours été d'ailleurs, hein, et dis-toi un truc, c'est que, c'est une télécommande spéciale. Il y a même pas de bouton, retour en arrière. Il y a qu'un bouton play, pause et avance rapide et le bouton enregistrer, il disparaît parce que finalement, ça sert à rien d'accumuler les souvenirs, ou trop de souvenirs. Tu sais, on dit qu'il faut être dans le moment présent, ni dans la nostalgie du passé, ni, dans, la peur du futur, hein. Finalement, la vie, c'est comme un direct, ça se passe maintenant. Alors, ben, prends ta télécommande et change de chaîne, hein, si celle que tu regardes, ne te plaît pas, ne te convient plus parce que le meilleur programme, celui qui va faire, qui va te faire, vraiment vibrer, en fait, il t'attend tout simplement peut-être sur une autre fréquence et même très certainement. Alors maintenant, j'ai envie de te parler d'équilibre. Tu sais, on a tous, ben, ces quatre plans essentiels. C'est le plan mental, le plan physique, le plan émotionnel et puis le plan, spirituel. C'est comme une table à 4 pieds, c'est simple en fait, si l'un des pieds est plus court, tu vois bien que la table est bancale et que ça fonctionne pas. Je On est tous énergie. On est tous énergie. Donc c'est ton énergie, c'est tes vibrations, celles que tu projettes en fait, qui vont déterminer ta réalité et puis qui vont, attirer, eh ben, les bonnes personnes ou alors les mauvaises personnes à toi, hein, si tu es pas aligné. On appelle ça ta fréquence vibratoire, tu dois connaître. Finalement, c'est comme si tu étais, l'antenne, vivante de ta propre télé, et que tu crées tu vois, un champ magnétique, hein, je te l'ai dit, le champ énergétique autour de toi. Si tu, veux en savoir plus, va te renseigner auprès de la physique quantique, va lire des choses de physique quantique. Et comme donc je te dis, on est tous énergie, pardon. Ce que tu émets et ben, attire ce qui te ressemble. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, tout basiquement être sur la même longueur d'onde quand on rencontre quelqu'un. Si tu veux, on va faire un exercice simple pour t'aider. Je vais te guider. Je vais tousser avant parce que comme ça m'évitera de tousser pendant que je te fais faire cet exercice. C'est un petit exercice de méditation toute simple. Depuis tout à l'heure, j'ai Ganesh dans mes mains. Ganesh, le dieu de la victoire, du succès, qui t'envoie des bonnes ondes, voilà, pour ça. Alors ouais, je te propose de faire une petite méditation. Si tu veux bien, alors installe-toi du coup confortablement et bah, là où tu es, hein, puis, ferme tes yeux tout doucement et puis, bah, tu respires profondément. On inspire par le ventre avec des longues inspirations par le ventre et on expire par la bouche avec des longues expirations par la bouche et tu respires tranquillement, profondément et tu sens l'air qui entre par tes narines. Alors tu vas te rendre compte que quand tu inspires, l'air il est plutôt frais, il est plutôt vivifiant et puis l'air qui ressort, il est chaud, il est apaisant et à chaque inspiration, imagine que tu respires de l'énergie pure. Alors elle peut être, toute blanche cette énergie, tu peux la visualiser toute blanche ou dorée comme tu as envie, lumineuse en tout cas. Et à chaque expiration, eh bien, tu vas, relâcher toutes les tensions, toutes les peurs, tout, ce que tu sens finalement qui te bloque pour avancer. Oh, pardon. Maintenant, tu vas visualiser une télécommande dans ta main.
vas sentir son poids, tu vas toucher, voir sa texture, visualiser sa couleur. Regarde s'il y a des piles ou pas. Bah, j'imagine que oui. Dis-toi que c'est la télécommande de ta vie et puis sur l'écran devant toi, tu sur la télé devant toi, ça peut être une télé ou un ordinateur, hein. Tu vas voir défiler les images de ta vie actuelle. Alors regarde-les tranquillement, doucement, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, hein, vraiment tu vas tranquille. Et maintenant, pendant que tu regardes toujours les images de ta vie actuelle, eh bien, je te propose d'appuyer sur le bouton pause. Donc forcément, l'image se fige. D'ailleurs, ça peut être drôle de voir, sur quelle image, ça s'est figé pour toi. Souvent, on a une seule tête, quand les images se figent. Si tu es dans l'image d'ailleurs, hein. Et pendant que l'image se fige, dis-toi que, dans ta main, eh bien, ta télécommande, elle devient chaude, elle devient vibrante d'énergie. Elle te rappelle que, tu peux, quand tu veux, changer de chaîne et choisir un nouveau programme. Alors vas-y d'ailleurs, hein, change de chaîne. Mets la chaîne, de tes objectifs, j'allais dire les plus fous, de tes rêves. Cette chaîne que tu caches à tout le monde, celle qui te venait en premier en fait quand tu étais petit ou petite, celle qui te donne de l'énergie, celle qui te rappelle plein de bons souvenirs, celle qui fait briller tes yeux, avoir une étincelle, une vraie, pas, ce fameux masque social que tu montres aux autres, celle qui fait battre ton cœur. Puis quand tu vois cette chaîne, prends une grande inspiration et puis tu réappuies sur le bouton de cette chaîne. Parce que, tu as vraiment envie de la regarder, en fait, et tu regardes toutes les images qui apparaissent. Tu ressens toute l'énergie de ce nouveau programme. Demande-toi ce que ça t'apporte. Quelles sensations est-ce que tu ressens? Ça peut être, de la sérénité, l'impression, enfin le sentiment de te sentir vraiment, toi-même à fond, complètement aligné. Ça peut être, de la joie, ça peut être, l'envie retrouvée, l'envie d'avoir envie. Ça peut être de l'enthousiasme, comme un enfant, et dis-toi que, c'est ton énergie, ton pouvoir, ton choix, et prends bien le temps, en fait, de sentir toute cette énergie en toi qui monte, toutes ces sensations. Alors ça peut te faire des frissons, tu peux ressentir, différents types de sensations, de la chaleur, des endroits plus chauds, plus froids, des petits picotements, ou alors tu peux voir des choses, tu peux même pour certains sentir des parfums. Ça dépend en fait, de du sens qui est le plus développé chez toi. Profite en fait de ce moment avec toi-même. Profite.
Emplis-toi de ça fait du bien. Mmh mh. Puis quand tu seras bien rempli, tu vas pouvoir reprendre tes longues inspirations et tes longues expirations et tu gardes cette sensation de ta télécommande, en fait, qui est toujours dans ta main et tu reprends. Inspire, on inspire longuement et tu expires longuement. Garde, ta télécommande, garde ce pouvoir que tu as de choisir. C'est ta force. Tu t'en es même pas conscient ou consciente encore, ou en tout cas peut-être pas assez et quand tu seras prêt ou prête, à ton rythme, tu vas pouvoir rouvrir doucement les yeux. Welcome back. Alors comment tu te sens? Ça fait du bien, hein, de reprendre son souffle. Bah, voilà, tu vois, c'est le début de tout changement ça. Reprendre son souffle. L'objectif, c'est pas de transformer ta vie du jour au lendemain, d'envoyer tout, valser, comme moi comme moi j'ai pu le faire. C'est bien aussi d'anticiper les choses, de voilà, mais la vie te donne des leçons. En tout cas, transformer ta vie du jour au lendemain, c'est finalement, c'est comme vouloir gravir, l'Everest sans entraînement. C'est, c'est compliqué et puis ça peut être dangereux. Donc non, le secret, c'est les petits changements progressifs. Je sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Souvent d'ailleurs, quand je dois dire des trucs importants, j'ai j'ai un chat dans la gorge. C'est pratique, hein. Hem, imagine-toi dans quelques mois, tu auras plus d'énergie, tu auras, plus de clarté mentale si tu fais tous ces petits changements progressifs. Tu vas avoir une sérénité retrouvée parce que, comme je dis toujours, un pas après l'autre et on arrive en haut de la montagne et c'est clair. Je l'ai vécu, mais vraiment, je l'ai vécu, je l'ai traversé et toi aussi, tu peux le vivre et le traverser. Je peux dire que quand on est en haut de la montagne, c'est chouette. C'est beau la vue de là-haut. Alors c'est un choix que je t'invite à faire aujourd'hui, celui de te prioriser sans culpabilité, avec bienveillance, je dirais parce que tu le vaux bien. Et la vérité, c'est que chaque expérience, chaque épreuve nous enseigne quelque chose, tu le sais, si on est prêt à écouter. Je te dirais que moi, j'ai un bac, +20 aujourd'hui en introspection et aujourd'hui, tu vois, ce qui m'anime, c'est de créer en apportant du bonheur, de la joie, de la poésie, du rêve. Des trucs, qu'on est en train de perdre un peu dans notre société, hein. On parle que d'IA, de rapidité, de la vie file, rien à foutre des autres. Bon et moi je pense que de ça, tu vois, de la poésie, du rêve, de la joie, de l'attention portée aux autres, on en a tous besoin. C'est le je pense que c'est vraiment, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûre que c'est les fondations de tout. D'ailleurs, hein, tu verras, hein, tous ceux qui ont été au contact de personnes qui sont sur leur lit de mort, le dernier truc, qu'ils te disent, c'est pas, concernant, la façon dont ils vont faire du trading, ou placer leur truc en crypto, hein. C'est plus est-ce que j'ai suffisamment partagé avec les autres? Est-ce que j'ai donné assez d'amour autour de moi? Est-ce que j'en ai reçu assez?
Dommage qu'en fait les gens, ne s'en aperçoivent qu'à ce moment-là, hein. C'est con, tu dois revenir en fait, une autre vie pour capter, et pour retravailler encore, plus loin sur toi-même. C'est ce que j'appelle t'élever en niveau de conscience. Et tu vois, moi, quand j'interviens dans des entreprises, hein, que ce soit pour des conférences, du coaching, des ateliers, du mentoring, enfin tous ces trucs-là, je vois souvent des gens en fait qui me disent, «Mais Christelle, c'est facile pour toi, parce que, tu as de l'énergie naturellement et tu souris tout le temps», et je leur réponds, toujours la même chose: «L'énergie, ça se cultive». C'est comme, prendre, un comment une analogie basique, hein, mais c'est comme un jardin, hein. Si tu l'arroses bien, bah, si tu l'arroses pas, je veux dire, si tu t'en occupes pas, ben, les plantes, elles vont toutes, faner, pourrir. Et ben, c'est pareil pour ton énergie, et pourtant, je te jure que je suis pas une fusée en jardinage. Alors je vais te donner un exemple concret. Dans ma vie, moi, j'ai vécu, comme je te l'ai dit, des moments où je me suis sentie complètement vidée, comme tout le monde, hein. Tu sais, ces moments où tu te dis que tu as plus de batterie, tu as plus de jus, tu arrives pas à avancer, et j'ai compris qu'en fait, heu, notre énergie, elle circule sur les 4 plans dont je t'ai parlé. Tu sais, le comment dire? Le mental, l'émotionnel, le physique, et le spirituel. Et si je te prends par exemple, tiens, je vais te faire une autre analogie avec les bagnoles. Les voitures, en fait, une voiture pour qu'elle roule bien, il te faut forcément un bon moteur. Donc le bon moteur, c'est ton corps, c'est ton plan physique, on va dire, hein. Il te faut un bon GPS. Le bon GPS, c'est ton mental. Il te faut un bon conducteur, c'est ton émotionnel. Et puis, il te faut une bonne direction. Et la direction, c'est ton spirituel. Et je te parle pas, de spécifiquement de religion ou quoi, je te parle de spiritualité au sens large. Et si, tu noteras que si un seul de ces éléments, est défaillant dans ta vie, et regarde, hein, je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui est défaillant actuellement, on est tous comme ça, hein, et ben, la voiture, elle va pas bien rouler. Et bon, donc sois attentif à ça, en fait. Alors comment on fait pour recharger ces 4 batteries? Je vais te partager quelques trucs, en fait, que, j'ai appris au fil des années. Bon, pour le physique, je vais passer vite parce que tu es au courant, c'est simple, hein. En gros, faut bouger, faut bien manger, je te dis pas de devenir, champion olympique d'ailleurs, hein. Parfois, c'est juste de danser dans ton salon sur, ta musique préférée. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein. Je mets de la musique, et je danse un peu comme une tarée pendant 5 minutes par jour. C'est pas grand-chose, mais en fait, je te dirais que ça change tout. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent dans ma cuisine que je fais ça. Hem, pour le mental finalement, c'est comme si tu nettoyais, le cache de ton ordinateur. Tu as besoin de moments de pause. Pas ces pauses, où tu vas aller, scroller sur ton téléphone ou tes réseaux sociaux, hein, non, je te dis des vraies pauses. C'est-à-dire se retrouver dans la nature, respirer, ce qu'on appelle méditer. Alors moi, méditer, ça me saoulait beaucoup avant, hein, c'est comme dans Mange, prie, aime. J'avais horreur de ça parce que je suis une hyperactive, j'arrêtais pas de bouger, et voilà. Mais par contre, si vraiment quand le jour où vraiment tu te connectes, à ton intérieur, profond, je te jure que tout à coup, tu vas avoir comme un film défiler, et c'est trop bien. Maintenant, je regarde le film parce que j'ai envie de connaître la suite. En tout cas, c'est fou comme 5 minutes de pause, tout simplement, en fait, peuvent changer ta journée. Pour l'émotionnel, tu peux faire, le tri sélectif des émotions. C'est comme quand tu vas aller trier tes déchets, pour ceux qui trient leurs déchets, eh bien, tu vas trier tes émotions. Les bonnes, tu les gardes, et puis, les toxiques, finalement, tu les transformes. C'est comme, recycler ton énergie émotionnelle. Et pour le spirituel, c'est ce qui te connecte forcément à plus grand que toi. Alors ça peut être, encore une fois, la nature, ça peut être l'art, ça peut être la musique, ça peut être, la méditation, ça peut être la religion pour certains, ou simplement, en fait, ces moments où tu te sens aligné vraiment parce que tu bosses sur toi. Donc soit tu travailles avec un coach, ou tu es avec des personnes, qui sont d'un niveau, pas intellectuel, mais d'un niveau, spirituel élevé, et ça allège beaucoup, en fait, tes énergies.
et en fait, quand ces 4 plans, ils sont équilibrés, finalement, c'est comme si tu devenais, une antenne, ta fameuse antenne là de télé, avec ta télécommande, une antenne qui est parfaitement réglée. Du coup, tes vibrations, elles changent, tu mets la bonne chaîne, il y a plus de bruit et puis tu commences à attirer naturellement, ce qui est bon pour toi. Je te jure que moi, j'ai vu des gens, mais complètement transformer leur vie juste en équilibrant ces 4 plans. Enfin, je dis juste. Alors beaucoup dans les entreprises, hein, j'ai vu des managers qui étaient hyper stressés, qui sont devenus des leaders inspirants. J'ai vu des artistes, avec qui je travaillais, qui étaient bloqués, qui ont retrouvé leur créativité. Des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai bossé, que j'ai mentoré, que j'ai coaché, qui étaient, on va dire, au bord du burn-out, mais qui voulaient pas le reconnaître, hein, parce que burn-out, c'est un mot, c'est un mot, qui fait, trop stresser, donc on va dire, qui étaient bien stressés, voilà, et qui du coup, du fait de leur stress, ça a entraîné des problèmes de santé, hein. Il y en a, j'ai vu, qui ont fait des AVC, qui ont problèmes, cardiaques et cetera, et c'est à partir de ce moment-là que là, ils se réveillent et tout à coup, ils ont envie de bosser sur eux-mêmes et ils comprennent, que voilà, hein, il faut se donner, la chance en fait, de pouvoir équilibrer justement ces 4 plans pour pouvoir vivre la vie qui te fait vibrer. Hem, il y a il y a un moment, je me rappelle, j'avais interviewé un patron d'entreprise, il m'avait dit: «Mon plus grand regret finalement, c'est d'avoir mis tellement d'années à comprendre que, mon énergie, c'était ma ressource la plus précieuse». Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui, c'est que ton énergie, c'est ton carburant et sans elle, même la plus belle des bagnoles, ne va pas pouvoir rouler. Alors comment est-ce que tu peux faire pour, garder cette énergie au quotidien et puis pas te retrouver en mode, batterie faible en fait à 15 heures, tous les jours? Enfin, je te dis à 15 heures, mais d'ailleurs ça dépend, hein, pour les gens. D'ailleurs, j'ai vu un post d'une amie, là, récemment qui disait que, hem, elle tenait compte de son biorhythme et comme elle sait qu'en fait, elle est plus crevée entre 16 heures et 18h30, ce qu'elle a fait, c'est finalement, elle s'est calé les rendez-vous avec les gens à ce moment-là, entre 16 heures et 18h30, parce que ça lui redonne de l'énergie, en fait. Les gens lui redonnent de l'énergie. Donc je te passe le truc, je trouve que c'est pas mal. Et moi l'autre jour par exemple j'étais complètement à plat, j'arrivais pas à me lever du canapé, enfin en gros, me lever du canapé ça devenait un exploit olympique et là, en fait je me suis rappelée d'un truc, qu'une chamane m'a dit en Afrique. Alors oui, pour ceux qui n'écoutent pas les chamans, bah, fermez vos oreilles, j'ai envie de vous dire, mais pour les autres, elle m'a dit: «Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne à la source». Alors la source, elle peut être différente pour, chacun, mais pour moi la source en fait, c'est, la connexion avec qui je suis vraiment. Pas, ce que les autres attendent de moi, pas ce que la société me dit d'être, hein, parce qu'on te dit, hein, comme je dis toujours: «Suis ce chemin-là et puis surtout n'en sors pas parce que ça va être hyper dangereux pour toi». Les gens, ils te placent des barrières, tu sais, dès le départ. Alors que quand tu le fais, que tu choisis un autre chemin, tout à coup, tu te rends compte que les barrières, elles sont explosées d'elles-mêmes et que il y a beaucoup de choses, beaucoup plus jolies, en fait, de l'autre côté de ces barrières. Je vais te donner un exercice d'ailleurs, hyper simple que tu peux faire. On peut l'appeler, les 5 minutes magiques, c'est ma sorcière bien-aimée. Mais tu peux le faire n'importe où, même aux toilettes si ça te chante, hein, si c'est le seul endroit tranquille que tu trouves. En gros, tu prends 5 minutes et tu te poses ces 2 questions. Quand est-ce que, je me sens vraiment vivant ou vivante? C'est la 1re question. Vaste question, n'est-ce pas? Et quel était mon dernier moment de pure joie? Et tu sais quoi? En fait, les réponses, tu vas te rendre compte qu'elles sont hyper simples, hein. Donc je t'ai dit, pour moi, ça peut être, de danser dans ma cuisine pendant que je prépare le dîner. Ça peut être, quand je vais rire avec des amis. Donc partager en tout cas un truc avec des amis, ça peut être quand je rencontre des personnes que j'appelle des vieilles âmes, ça j'aime beaucoup. C'est des personnes qui m'enseignent sur le chemin, ou même ça peut être quand je prends un bon bain, ou finalement que, je caresse, mes chats en prenant mon café.
C'est tous ces petits moments, en fait, qui rechargent ta batterie et c'est ces petits moments, que tu oublies, mais c'est ces petits moments qui font que tu vas te retrouver aligné avec toi-même. Hem, des fois, j'ai cette image en tête, alors je compare notre cerveau, soit à un ordinateur, soit on va dire aujourd'hui un téléphone portable et tu vois, on a, sur ce téléphone, imagine-toi, on a tous, en fait, plein d'applis qui tournent en parallèle. Si tu oublies de les fermer, tu sais? Et la plupart du temps, on oublie, de les fermer, donc tu as les applis le boulot, la famille, les amis, les projets perso. En gros, tu as plein d'onglets ouverts et puis, c'est pire quand tu es HPI ou HPE parce que tu as ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Bref, en gros, ça s'arrête jamais dans ta tête. Parfois, en fait, tu as tellement d'applis ouvertes que, ça se met à ramer. Je regarde parce que c'est mon fils qui rentre. Ça se met à ramer. Alors la solution, bah, c'est pas forcément de fermer toutes les applis, quoique, hein, tu peux le faire aussi, hein, si tu y arrives. Mais en tout cas, c'est, d'apprendre à mieux, gérer, l'énergie de ton téléphone, quoi. Imagine que, ton cerveau, c'est un smartphone, donc on va dire, le dernier smartphone, qu'il faut avoir, je sais plus combien c'est, l'iPhone, 24. Mais imagine que, il a une batterie qui se vide super vite parce que tu as justement dessus 250 onglets, ouverts en même temps. Alors tu commences par, regarder, c'est comme si tu commences par regarder une recette de cuisine, ça te fait penser à ton voyage en Italie, qui te rappelle une chanson que tu adorais à l'époque, qui te fait penser à ton ex, qui te qui te fait penser qu'il faut que tu rendes ah oui, il faut que tu rendes ce livre et qui te fait penser que: «Ah tiens, je veux peut-être me remettre à écrire, moi aussi». Et hop, finalement, tu vois, en 30 secondes, bah, tu es passé, de la recette de, pâte aux langoustines, j'ai envie de te dire, à ton futur bouquin et tu auras toujours des gens, en fait, autour de toi qui vont te dire: «Arrête de penser autant», bah, comme si c'était possible. C'est comme si on te disait: «Bah, arrête de respirer». La pensée en arborescence, hein, pour ceux qui ont une pensée en arborescence, vous connaissez, HPE, HPI, hein, moi je connais bien. Mais pour les autres, j'ai envie de dire, c'est la même chose aussi, hein, enfin avec un peu moins d'onglets ouverts en même temps. En tout cas, c'est pas un choix, c'est ton système d'exploitation de base. Alors au lieu d'essayer de tout fermer, tous ces onglets, ce qui est, je te dis, parfois mission impossible, voilà, moi ce que j'ai appris à faire, alors, d'abord j'ai appris à créer des dossiers dans ma tête. Tu sais, c'est comme dans ton téléphone, dans l'application de notes, quand tu ranges par, catégorie en fait. Donc tu peux avoir un dossier, projet en cours, un dossier idées pour plus tard, un dossier, les trucs qui me font rêver. Ensuite, j'ai appris à utiliser le mode, avion parce que, pas tout le temps, mais quand même par moment, c'est ces instants en fait où je me permets de déconnecter. Donc je prends des bains. Alors j'aime bien les bains. Je prends des bains sur mon téléphone ou alors, juste pour mettre de la musique et crois-moi avec une pensée en arborescence, même ça, c'est un défi en fait, hein, de pas prendre ton téléphone pour regarder, les trucs. Et puis j'ai aussi installé ce que j'appelle mes applications de sauvegarde. Tu sais, c'est ces activités qui te permettent de canaliser ton énergie quand ton cerveau, il va partir dans tous les sens. Alors, pour moi, par exemple, c'est, faire des vidéos, j'aime bien faire des vidéos, comme ici. C'est, bah, danser, tu l'as compris. Ça peut être, téléphoner, ça peut être écrire, ou envoyer des photos même à des amis, à des gens, que j'ai envie de retrouver. Ça peut être, regarder dans mon cas, c'est en ce moment, c'est regarder des séries coréennes sur Netflix. J'adore ça et du coup, d'ailleurs, j'apprends le coréen. Heu, c'est pour comprendre les séries que je regarde. Oui, je sais, je suis un peu chelou. Ou même simplement, ça peut être aussi, je dessine beaucoup des petits cercles, sur un carnet. Et là, c'est mon chat qui fait des bruits. Attends. Piou! Voilà. Ça peut être, je dessine des petits cercles sur un carnet. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais la dernière fois sur Netflix le médium, tu sais, Tyler Henry, il fait exactement la même chose. Il a même la même manie que moi. Moi, je dessine, des cercles ou d'ailleurs d'autres choses, enfin plein de dessins, en fait, quand je me concentre sur mes connexions.
Bref, enfin, c'est comme si tu avais un téléphone, ultra sophistiqué, en gros. Alors oui, il consomme plus d'énergie qu'un vieux, Nokia, 3310, c'était ça, mais il peut aussi faire des trucs incroyables et la clé, c'est d'apprendre à optimiser sa consommation d'énergie. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de réfléchir à un je donne un truc concret, hein, j'étais en train de réfléchir à un projet et mon cerveau, il est parti en même temps dans 15 directions différentes, hein, comme beaucoup et au lieu de paniquer finalement, bah, je me suis tout en je enfin d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant, hein, je m'enregistre tout dans des notes, qu'elles soient vocales ou écrites d'ailleurs, hein, avec une idée par note. D'ailleurs, juste tout à l'heure, j'ai regardé dans mon téléphone, j'ai exactement 12 668 notes. Ouais, mmh. Mais bon, en tout cas, c'est devenu mon stockage externe qui permet de vider, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter que mon cerveau déborde. Et parfois, quand je sens que j'ai trop d'applications ouvertes, ce que je fais, c'est que je fais mon petit rituel de mise à jour. Donc je prends une grande feuille de papier et je vais dessiner mes pensées. Alors ça peut être, les dessiner comme un grand arbre avec plein de branches et je vais colorier les branches par priorité et je vais me dire: «OK, aujourd'hui, je vais me concentrer sur, les branches, roses, oranges, rouges, les autres, elles vont pouvoir attendre». C'est comme quand tu fais un tri dans tes notifications, il y en a qui sont urgentes et d'autres qui attendent. Alors l'idée, c'est pas d'avoir un vieux téléphone qui fait que recevoir des appels, c'est d'être ce smartphone, ce dernier cri, on va dire, qui gère super bien sa batterie tout en faisant plein de trucs top. Et puis tu peux faire un petit reset quotidien, hein, pour le redémarrer. Et mon reset, à moi, c'est simple, je prends 10 minutes par jour quand je me réveille, alors il y en a qui appellent ça un rituel matinal, moi vu qu'il change tout le temps, bon, on va dire qu'en ce moment en tout cas, c'est je respire profondément, je, me laisse, pénétrer par une lumière, blanche ou dorée comme je t'ai dit. Bon, aucune allusion, hein, il y a rien de chelou là-dedans, pas besoin d'avoir l'esprit mal placé, et je visualise ma journée, eh bien, comme je veux qu'elle se déroule et souvent d'ailleurs, je donne un mot à cette journée. Alors ça, par exemple, je vais dire douceur. Parce que je veux que cette journée-là, bah, il y ait de la douceur, sur plein de trucs. Ou alors je vais poser une intention pour la journée et franchement, tu devrais essayer parce que ça marche super bien et puis je me connecte le troisième truc que je fais, c'est que je me connecte à mon énergie, on va dire, par exemple avec un mantra, positif, quoi. Heu, c'est ce que j'appelle programmer mon GPS intérieur et souvent, quand j'en parle d'ailleurs du GPS intérieur dans les conférences ou les ateliers, hein, il y en a toujours un qui me dit, «Oui, mais moi mon GPS intérieur, il est comme le GPS de ma bagnole, il me fait toujours prendre des détours» et ben, je réponds toujours la même chose. Parfois, les plus beaux chemins, ne sont pas les plus directs. Donc voilà, ce que je voulais te dire aujourd'hui. Les plus beaux chemins ne sont pas toujours les plus directs. Donc voilà, prends le temps de vivre, prends le temps de respirer, prends le temps de changer de chaîne sur ta télécommande. Et avant de terminer ce live, en fait, je voulais te rappeler ça. La transformation, elle ne se fait pas en un jour. Et du coup, chaque petit changement va compter. Pardon. Là, je dis un truc important, donc je tousse. Et c'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Voilà, bah, écoute, j'étais contente en fait, hein, de passer avec toi, de discuter un peu avec toi aujourd'hui. C'est un jour dans cette vie, un jour dans ta vie, un jour dans la mienne. Hem, donc ça veut dire plein de choses, hein. Comme un embranchement, une rencontre, une croisée. J'espère que tout ce que je t'ai dit en fait, t'apporte de la valeur. J'espère que ça t'aide aussi à y voir plus clair et j'ai envie de te dire, ta crise charge est complète, batterie full aujourd'hui. Si, ce live il a résonné pour toi, n'oublie pas aussi que, bah, j'ai créé des formations spéciales pour t'aider à aller plus loin. Il y en a 3. Alors c'est une première formation pour retrouver ton énergie, où je vais te partager je te partage plein de trucs en fait, hein, qui moi m'ont aidé mais de fou sur le chemin. Hem
La formation que j'aime beaucoup, c'est Une vie à la hauteur de tes rêves. C'est pour, apprendre justement à mettre la bonne chaîne, et puis, à découpler tes résultats et tes performances derrière en mettant, cette chaîne qui est une vie à la hauteur de tes rêves. Et puis, il y a la formation Soul Masters pour les cadres, les entrepreneurs, les dirigeants qui veulent éliminer leur stress et qui veulent atteindre leurs objectifs en 90 jours. J'ai envie de te dire, vécu, testé et approuvé comme toujours, toutes ces formations. Je te mets tous les liens, en dessous pour me joindre, hein, si ça t'intéresse. Et puis je te dis, à très vite pour recharger tes batteries, à très vite pour passer un moment ensemble. Dis-moi si ça te plaît qu'on passe des moments comme ça ensemble. Moi, je trouve ça plutôt moi perso, ça me plaît donc finalement, vienne qui voudra, attire l'énergie de personnes qui te ressemblent, ou qui ont envie de partager, voilà. Donc je te dis à très vite pour recharger tes batteries et puis n'oublie pas, n'oublie jamais ce que je t'ai dit, tu es né pour faire de grandes choses. Alors vas-y, il y a plus qu'à. Je suis une personne perdue dans la foule, anonyme, presque invisible. Je suis chacun d'entre nous. J'ai eu de grandes passions et d'immenses déceptions. J'ai beaucoup rêvé, de liberté, de voyage, de tout quitter et de tout recommencer. Et puis j'ai rencontré Félix, Serge, François et Samuel. Ils ont choisi la liberté. Ils ont choisi de ne jamais donner aux autres le droit de décider pour eux. Félix aurait pu suivre la voie de son père, un haut dignitaire camerounais, mais il a préféré débarquer en France sans un sou en poche il y a 30 ans pour réaliser son rêve d'être batteur. Je me suis retrouvé, en fait, à vivre à la Belle Étoile. À peine croyable. Depuis, il a joué aux côtés de Prince, Sting, Lenny Kravitz ou encore Peter Gabriel. François, passionné de littérature et d'écriture depuis son enfance, souhaitait plus que tout devenir auteur. Mais un à un, tous les éditeurs refusent ses manuscrits. Le courage, c'est en toi qu'il faut le chercher. Loin de l'arrêter, l'écrivain crée sa propre maison d'édition. Il publiera lui-même ses œuvres, devenues des best-sellers dans le monde entier. Laetitia Hallyday te fait de la publicité, parle beaucoup de ton livre. Apparemment, ça l'a beaucoup aidé, elle y est très sensible. Serge a passé son enfance à Châlons entre une mère alcoolique et un père violent. Parce que quand tu as 11-12 ans, tu rentres, tu vois ta mère avec une tête au carré, des dents cassées, ça fait drôle quand même, hein. Convaincu que rien de pire ne pouvait plus lui arriver, il va prendre toutes les libertés pour atteindre son but. Rencontrer les personnes les plus influentes pour faire de la communication son métier. Tu dois toujours mettre ton cœur sur la table. Titulaire d'un poste très enviable dans les cuisines de l'Élysée, Samuel a tout plaqué pour voyager et réaliser le vœu d'un patriarche qui regrettait de n'avoir pas parcouru le monde. Samuel le fera à sa place, à dos d'âne et à vélo. Rien n'est impossible. De retour à Paris, il a ouvert son restaurant, réputé pour sa cuisine empreinte d'épices et d'émotions. Ma vie est faite de contrastes. Enfin, je viens de me retrouver au fin fond du monde tout seul, mais aussi me retrouver dans le luxe, j'allais dire, un petit peu de l'Élysée. 4 chemins, loin des routes tracées par la société et ses conventions. Et une même envie. Se sentir vivant. Table 5, s'il vous plaît. 3 Saint-Jacques, une grenouille. Dans ce restaurant du 2e arrondissement parisien se cache un petit génie de la cuisine. Et tant pis pour Tom Cruise, Madonna et Hugh Grant, qui auraient tous aimé le garder comme chef privé. C'est ici que Samuel a préféré exercer ses talents. Indéniablement, je ne gagnerais pas ce que je gagnais dans ma vie auparavant. Enfin, ça se passait très bien pour moi. J'aurais continué sinon à travailler pour mes personnalités, pour l'Infante, pour la Reine ou
pour quelques voilà, comédiens nationaux ou internationaux, c'est cette forme de liberté, c'est de dire je ne vais plus à eux, mais c'est eux qui viennent à moi, et ça c'est quelque chose qui me plaisait et que je trouvais très séduisant. Pas de course à la médiatisation, pas de photos sur les murs de Samuel bras dessus, bras dessous avec stars du showbiz et tête couronnée. À l'image de son chef, la maison reste discrète. Enfin, voilà, j'ai souhaité un restaurant qui ne soit pas dans une rue passante, il n'y a pas d'enseigne. Enfin voilà, c'est un restaurant qui est discret et je crois que c'est dans la continuité aussi de ma démarche. C'est cette envie de se dire, ça se mérite quoi. Et la notoriété, elle devait venir, pour moi en tous les cas, par le biais des clients et du bouche à oreille. Certains dans le métier ont des étoiles de restaurant ou du guide plein le poitrail. Lui, il a quand même quelques grands noms qu'il pourrait afficher, quelques portraits qu'il pourrait avoir représentés à ses côtés éventuellement dans sa salle à manger, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Maintenant, ce sont là des expériences qu'il a pu vivre et qui l'ont enrichi. Si de nombreuses personnalités comme Marion Cotillard ou Olivia Ruiz fréquentent son restaurant, c'est pour sa cuisine aux accents épicés de rencontres et de voyages. Car sa liberté, Samuel l'a pourchassée dans le monde entier. Ça, c'est voilà un plat typique d'inspiration des voyages, puisque nous sommes sur un Saint-Pierre au parfum d'Isfahan. Donc c'est à base d'eau de rose, d'amandes. Vous voulez la deuxième? Tenez. Bien avant de sillonner la planète, sa passion est née dans la région Rhône-Alpes, en admirant sa grand-mère jongler avec les casseroles. Mes premiers souvenirs culinaires, c'est vrai que c'est ma grand-mère qui avait pour habitude de faire mijoter un petit peu les choses. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir-là régulièrement quand je passais la voir, d'avoir le civet ou le bœuf carotte qui était là depuis 7 h du matin. Des plats qu'il apprend peu à peu à maîtriser derrière les fourneaux du chef triplement étoilé Georges Blanc. Samuel, c'est un garçon extraordinaire, j'en ai vu passer beaucoup dans ma longue carrière et c'est vrai que Samuel, il fait partie de ceux que j'ai vu partir à regret. Voilà, il était appliqué, attentif, sérieux, nickel dans son travail. C'est cette même exigence qui pousse alors Samuel à entreprendre un tour de France un peu spécial. J'ai appelé le fournisseur de foie gras, le fournisseur de truffes, le pêcheur, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la pêche des crevettes en Bretagne, ou la pêche du homard, faire le gavage d'oie, le ramassage de truffes, le chocolatier, et puis j'étais parti pour faire ça pendant quelques semaines, et ça a duré près d'1 an. Aujourd'hui, une connaissance millimétrée des produits, mais aussi le besoin de partager et de donner une âme à son restaurant, ont fait son succès. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pour le Versance pour demain? Elle est belle, hein? Ça va être génial pour mon foie gras poêlé. Là en plus je les ai choisis bien bombés, comme ça tu peux tailler tes escalopes bien dans le... C'est vrai, je suis sur les escalopes qui sont de 90-100 grammes, poêlées à la plancha, petit crumble dessus, farine de châtaigne, et je pose ça sur un artichaut braisé. D'accord. Et c'est le plat phare en fait, du restaurant, puisqu'en fait je l'ai mis à l'ouverture. Donc depuis le premier jour de l'ouverture du restaurant, en fait c'est pour ça qu'on est si bons clients chez toi. Merci. Merci. Sur les routes, Samuel a noué des liens indéfectibles, comme avec Monsieur Chevenet, un artisan rencontré à l'époque. Des liens qui rythment encore aujourd'hui sa vie professionnelle. Monsieur Chevenet a été une rencontre magique pour moi, parce que c'est un amoureux du produit, c'est un amoureux de son métier, il m'a fait partager sa passion. Et je me souviens au départ, je lui avais dit, écoutez, je pense qu'il va me falloir une quinzaine d'années à peu près pour m'offrir ma cabane, et le jour où je m'offrirai ma cabane, votre fromage sera sur ma carte. Paris tenu 20 ans plus tard, la première personne que Samuel appellera quand il ouvrira son restaurant sera l'éleveur de chèvres. Une façon de rendre ce qui lui a été donné. La vie de Samuel a été jalonnée par les rencontres providentielles. Cet homme, c'est Bernard Vaution, ancien chef des cuisines de l'Élysée, qui a travaillé à la présidence pendant 40 ans. Samuel n'oubliera jamais ce jour où il reçoit un coup de téléphone du palais. Il n'a alors que 19 ans. Oui, allô l'Élysée, est-ce que vous voulez venir travailler? J'ai écouté, j'y réfléchis, je vous rappelle. Et c'est vrai que je crois que j'ai rappelé 2-3 jours après. Et ça m'avait marqué parce qu'il m'avait dit, c'est quand même pas possible. Il m'a dit, il faut que je vous rencontre quand vous allez venir. Parce qu'il m'a dit, vous êtes le seul à m'avoir dit que vous avez besoin d'un temps de réflexion pour venir à l'Élysée. Samuel, né dans un milieu modeste à Belay, dans l'Ain, découvre alors un monde qui lui est inconnu. On sert quand même toute la planète. C'est vrai que pour un appelé qui arrive, c'est vrai que
d'un seul coup, on sert aussi bien la reine d'Angleterre que le président des États-Unis. Donc voilà, il y a aussi une espèce de chose comme ça quand on arrive qui est impressionnant. Après, c'est vrai que ça devient commun. Il avait préparé un superbe buffet à l'ambassade de Grande-Bretagne. Il y avait le prince Charles qui était là pour présenter la viande anglaise, et je faisais partie des invités. Et c'est là que j'ai eu la surprise et le bonheur de retrouver Samuel qui avait préparé le buffet. Dans le palais d'Élysée, suivi par des motards. Bonjour. À l'époque, c'est François Mitterrand qui a investi la grande maison. Et Samuel se souvient amusé de ses petites manies. Il ne fallait pas rater le croque-monsieur de 16 heures. Oui, oui, ça, puis oui, même les sandwichs. Non, mais les sandwichs, mais le croque-monsieur, je me souviens, il y avait tout un rituel sur le croque-monsieur. Et donc, voilà, après, j'ai été missionnaire du croque-monsieur de M. Mitterrand. Mais ce soir, le menu semble un peu plus cadré. Voilà, on est sur un repas officiel, donc on est sur un petit feuilleté très léger avec des écrevisses et des morilles. On va faire des petits macarons de betterave confits avec une sauce réduite. Voilà, il y aura ça, donc voilà. Et puis le gâteau de pommes de terre qu'on faisait depuis, qu'on fait traditionnellement, un peu moulé avec du parmesan. Ça, c'est un truc qui c'est toujours joli, ça plaît à tout le monde, et ça a traversé toutes les générations, ça. Je le faisais il y a 20 ans, à l'Élysée. Ça, je trouve ça assez joli et je l'ai gardé, ça. D'accord. Je l'ai même exporté au Japon il n'y a pas longtemps. Merci, monsieur. Ah, c'est chez moi, toi. C'est ta nouvelle maison de campagne. Ça te rappelle des souvenirs, toi. Voilà. Maintenant, on va vous inviter à visiter le reste de la cuisine, pâtisserie, cuisine et garde-manger. Et on y va. Des souvenirs qui remontent. Pourtant, Samuel n'a rien d'un nostalgique. Ses choix, il les a toujours assumés. À l'époque, on parle de lui dans les hautes sphères de la gastronomie. Mais aux honneurs du palais, Samuel préfère l'inconnu, sac au dos, pour un tour du monde en solitaire pendant 2 ans. À vélo, à pied ou à dos d'âne. Il y a un peu de folie d'une grande aventure comme celle-ci, et puis il y a une bonne part de rêve. Et je crois que si on mixe les deux, ça donne un petit peu mes envies, en tous les cas. De pas se dire encore une fois oui mais non, attention, ou c'est pas possible, tu te rends compte, ou c'est pas pour toi, ou ça demande des budgets. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que ça demandait juste beaucoup d'envie, beaucoup de volonté peut-être, un peu de folie, de l'inconscience, mais pas tant que ça de moyens en fait. Aller à la rencontre des autres, le moteur de Samuel. Lui dont les parents n'avaient jamais voyagé, prend comme un défi de découvrir le monde. Ce qui était intéressant, c'était de se dire, ce qui me semblait impossible, hier, est devenu réalité aujourd'hui, quoi. C'était un petit peu ça, l'idée, sans être dans un challenge ou... Voilà, c'était pas le but non plus, j'avais rien à prouver, j'avais juste envie de vivre. Ce sont toujours les rencontres qui lui ouvriront la voie, comme ce patriarche qui lui confie son regret de n'avoir pas parcouru le monde. Alors le dernier voyage, en fait, j'ai rejoint donc l'Iran à la Chine en vélo, ce qui représente à peu près 4500 à 5000 km, à peu près, parce que j'ai pas pris les chemins les plus courts, mais voilà, à peu près. Mais encore une fois, c'était pas non plus un challenge. Je veux dire, ce vélo est vraiment parti juste d'une rencontre. C'est ce vieux patriarche pakistanais qui me disait, voilà, mon rêve était de faire le tour du monde en vélo quand j'étais jeune. J'ai écouté, moi j'ai jamais fait de vélo. Demain, je vais acheter un vélo et je vais essayer d'exaucer une partie de votre rêve. Dans la vallée de l'Unza, au pied de l'Himalaya, il offre son vélo à un paysan qui lui fait un étrange cadeau en retour. Je me suis retrouvé avec un ânon qui était en pleine forme pendant 1h30 le matin, et puis après qui était fatigué. Donc il s'avérait que j'ai dû le porter sur mes épaules, parce qu'en fait il ne voulait plus avancer, donc il était étalé par terre comme ça, en disant « je ne bouge plus ». Au terme d'un périple qui s'achève au Cambodge, le petit prince de 27 ans rentre en France le soir de Noël. Sa valise pleine de souvenirs, et bien décidé à exaucer son rêve d'enfant, ouvrir son restaurant. Là aussi, il y a une petite anecdote concernant les ânes, puisqu'en fait, il y avait donc Térou et Mango, Térou qui était le bébé, et que j'arrêtais pas de perdre parce qu'il partait dans tous les sens. Donc en fait, il avait ce petit collier, voilà, avec un noyau à l'intérieur, avec un petit caillou.
Et en fait, ça permettait de pouvoir le repérer en fait, quand il allait se promener. Des photos, il en a gardé plein ses albums, même s'il les consulte rarement. Et il y avait le patriarche qui était là, et en fait, en voyant mon vélo et mes lunettes et ma casquette, il n'avait qu'une seule envie, c'était de prendre un petit peu tous ces apparats pour faire une photo. S'il a quitté les contrées lointaines, Samuel en est reparti avec la confirmation que la liberté était gage de réussite. La réussite, y en a-t-il une? Je crois que la réussite, c'est l'épanouissement de soi. À un moment, si vous voulez vraiment prendre du plaisir et en offrir aux gens que vous aimez, je pense qu'il faut d'abord être bien dans ses baskets. Alors après, une réussite, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, je pense. S'il y a une réussite sociale, réussite... Moi, ce qui était vraiment important à mes yeux, c'est d'être en harmonie avec mes convictions, en harmonie avec ma passion, en harmonie aussi et dans le respect des gens que j'aime autour de moi. Une réussite peut s'effondrer assez rapidement. En revanche, ces expériences sont en moi et m'ont construit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera jamais. Annecy. François anime une conférence philosophique sur la liberté. Il y a peut-être plus important dans une vie d'homme que de gravir la plus haute montagne, c'est peut-être de descendre au fond de soi-même. Une introspection au quotidien qu'il retranscrit dans ses livres au succès mondial. C'est ici, dans cette librairie sur les bords du canal du Thioux, où il passe tous les jours avec son fils, que tout a commencé pour lui. Bon, Christophe. Ouais. Au revoir. Bon vent. Merci. Allez, bonne journée. Il y a des lieux, c'est assez étrange la vie, parce que parfois, vous ne savez pas où vos pas vous mènent, et puis vous passez par là, par hasard peut-être, puis ce hasard fait que vous avez rendez-vous avec votre destin quelque part. À l'époque, pour payer ses factures, François est consultant en communication. Mais sa passion est ailleurs. Un homme va l'encourager à se lancer. Alors? Donc, toujours les voyages intérieurs. Moi, c'est plutôt la plume, et puis... Ouais. Et puis revenir ici, tu sais ce que ça peut représenter pour moi, évidemment. Pas mal de souvenirs. Oui. L'auteur de best-seller retrouve Pascal dans son ancienne librairie. Il y a 23 ans, il a été le premier à croire en lui. Comme tout écrivain, moi j'ai présenté mon manuscrit à des éditeurs. Et comme beaucoup d'écrivains, en tout cas jeunes dans le métier, j'ai été refusé. C'est là encore Pascal qui m'a donné des ailes pour me faire penser que ce livre méritait vraiment d'être publié et que quels que soient les aspects négatifs du sérail des éditeurs classiques, eh bien, il y avait une place pour ce livre. Cette place était déjà ouverte dans la librairie d'Annecy. Face au refus des éditeurs, l'écrivain en herbe prend tous les risques et publie lui-même son manuscrit avec l'aide de Pascal. Vous savez, la diffusion des grosses majors, des grosses maisons d'édition, on inonde les libraires et puis on ramasse un peu les gouttes après qui restent. Et lui, il a réussi à aller chercher les gens qui étaient motivés par ce qu'il faisait, à aller les chercher un par un, comme ça. Grâce au bouche à oreille, Jade, l'histoire d'une petite fille qui s'interroge sur le monde, cartonne dès sa sortie. Soutenu par les petites librairies indépendantes, François connaît son premier grand succès. On m'avait dit, François, tu vas être publié dans 13 pays, tu vas faire un livre qui va être publié à 500 000 exemplaires. J'aurais entendu une petite voix derrière qui m'aurait dit, arrête de jouer au malin ou arrête de rêver. Vous savez, ces petites phrases assassines comme ça. Et justement, il y avait une autre petite voix qui me disait qu'il fallait continuer d'y croire. Et c'est cette petite voix-là qu'il faut entendre. Refusant de rentrer dans le rang, François choisit d'écouter sa petite voix intérieure. Et cette liberté, il en fait un mode de vie. Donc si on n'accepte pas ce surgissement de l'imprévisible parce que je ne suis là pour personne ou bien il ne faut pas me déranger, à ce moment-là, ça veut dire que même l'amour, même l'espérance, même l'événement providentiel n'est pas autorisé à déranger le grand monsieur sérieux. Elle est où la vie? Cet enseignement, il le tient de son fils aîné. C'est une simple question de Raphaël, 9 ans à l'époque, qui va tout déclencher. J'étais très accaparé par les multiples tâches de ma vie quotidienne, n'est-ce pas, d'homme sérieux, en l'occurrence, papa au bureau. Et à un moment, je le vois qui se mordillait les joues, comme ça, je lui dis, sans même le regarder, tu as besoin de quelque chose, Raphaël? Et puis, je sentais qu'il avait quelque chose qui n'arrivait pas à franchir ses lèvres, mais qu'il a formulé de la sorte. Papa, j'ai envie de parler, mais je ne sais pas de quoi. Alors, moi, j'ai fait comme tous les adultes. J'ai souri, j'ai même ricané, bêtement,
Parce que pour nous adultes, si on veut parler, c'est pour dire quelque chose. Mais la phrase de ce petit garçon me disait bien autre chose. Derrière cette phrase, il y avait « peu importe de quoi on parle, l'important c'est que tu sois présent, et en ce moment tu n'es pas présent ». Un devoir de vivre le moment présent. Une leçon qu'il a bien retenue. François est un père attentif qui partage des moments privilégiés avec ses 4 enfants. Je suis l'inespéré. Celui que l'on n'espère plus? Au contraire, celui que l'on ne cessera jamais d'espérer. Tu passais par là? Non, je venais te voir. Ah, pourquoi? Tu as entendu mon cri de désespoir? J'ai entendu ton appel. C'était un beau cri d'espoir. Il faut espérer beaucoup et longtemps si l'on veut me rencontrer. Sur le modèle de François, toute la famille ouvre les yeux sur les petits bonheurs du quotidien. On peut remarquer sur nos enfants qui sont enthousiastes et qu'ils peuvent s'émerveiller de la moindre petite chose. Ils vont remarquer quand il y a un coucher de soleil, et puis Dieu sait, ici on en voit des couchers de soleil, des nuages extraordinaires, des levées de lune, des levées de soleil. Ils courent tout de suite, il faut appeler papa, parce que c'est beau. Don Quichotte au pays des moulins à vent. L'auteur et éditeur s'est fixé pour but de réenchanter le monde avec ses livres. Des récits positifs qui ont attiré l'attention de nombreuses personnalités, notamment sur la plus célèbre de ses héroïnes, Jade. Il y a eu Laetitia Hallyday, donc ça c'est un peu particulier, dans la mesure où c'est la marraine d'un de mes fils qui, dans une salle d'attente, est tombée sur un de ses magazines et m'a dit « Mais Laetitia Hallyday te fait de la publicité, parle beaucoup de ton livre, apparemment ça l'a beaucoup aidé, elle y est très sensible, c'est son livre de chevet, etc. » Elle a d'ailleurs prénommé sa petite fille Jade, et puis ensuite il y a eu Joy qui est sa seconde fille adoptive et qui fait allusion également à l'un de mes livres qui a eu pas mal de succès aussi. L'histoire est magnifique. Elle était magnifique au point que ma femme, Mike Janssen, pour ne pas la nommer, avait envie d'en faire un spectacle, un monologue. Évidemment, si elle l'avait fait, elle aurait pris tous les droits et tout ça. Et tout ce qu'elle dit, c'est tout ce qui est l'essentiel de la vie. C'est-à-dire que tout ce qui est esprit est invisible. C'est ce qui, en tout cas, ma femme et moi, nous dirige et nous éloigne de tout ce qu'on voit à la télévision de pitoyable. Dans la télévision et dans les médias, tout ce qui éloigne de l'esprit, tout ce qui est le matériel. Alors le matériel, on l'aime bien aussi de temps en temps, hein, il en faut, mais ce n'est pas une priorité. Pour les rêveurs, tout devient possible. Un point de vue que François partage avec son voisin, le champion olympique Edgar Gros-Pierron. De leurs échecs, ils ont fait une force. On ne se rend pas compte à quel point des expériences qui sont a priori négatives peuvent nous enseigner beaucoup plus que des succès qui appartiennent à la frivolité ou à quelque chose qui n'est pas forcément mérité. J'ai toujours gagné des courses parce que je considérais que l'obstacle était un tremplin sur lequel je pouvais m'élever. Et j'ai toujours considéré que l'obstacle, la vie était en mouvement, l'obstacle en faisait partie, et qu'à partir de là, si je voulais trouver l'équilibre, il fallait que je provoque le déséquilibre. Il fallait que je provoque en permanence. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'obstacle, c'est un peu le succès en habit de travail? Provoquer le déséquilibre, c'est anticiper l'obstacle. Edgar comme François en ont fait maintes fois l'expérience. C'est au moment où rien ne semble se passer que tout s'accomplit. Je pense que finalement, la première malédiction du monde moderne, c'est le désenchantement. Avec l'émerveillement, avec l'enchantement, on peut tout faire. On peut devenir un champion olympique, on peut devenir un grand poète. Il reste des places à prendre. À ce moment-là, il y en a peut-être moins qu'avant. Et donc, il faut être encore plus optimiste, encore plus enchanté, encore plus ingénieux, créatif et inspiré sans doute pour pouvoir les prendre justement. La compétition est plus rude. Je ne sais même pas. Vous savez, moi, en 1982, quand je me suis lancé, tout le monde m'a dit, mais tous sans exception, y compris des amis qui avaient fait les mêmes études que moi, t'es fou, c'est pas le moment de se lancer, etc. On a l'impression que quand quelqu'un veut accomplir son rêve, c'est jamais le bon moment. Regardez pas trop la télé. Les informations. Je veux dire, un concentré de mauvaises nouvelles, bon, d'accord, mais so what? Je veux dire, la crise n'est pas une bonne excuse pour s'empêcher d'avancer. Loin du pessimisme généralisé, François et Edgar continuent à croire en leurs rêves.
Jean-Philippe, ami d'enfance de François, lui a toujours connu cette liberté. Prendre de la hauteur. Et ça, on l'entend sur le plan géographique, mais à l'intérieur aussi, tu vois. Moi, c'est la montagne. Tu es tout près de la montagne. Dès qu'on peut. Ouais. Alors tu vas dans les stations? Oui. Une liberté qui s'est exprimée pour lui à travers l'écriture dès son plus jeune âge, encouragé par ses parents. Une respiration vitale pour le petit garçon introverti qu'il était à 11 ans. Et mes parents ont fait mieux que de respecter mes rêves, ils les ont non pas calibrés, non pas balisés, mais ils leur ont donné les moyens de s'épanouir comme un enfant que j'étais justement. Mais les rêves, ils les ont accompagnés. Ils n'ont pas voulu les contrarier, mais ils m'ont posé plein de questions qui m'ont poussé à approfondir justement ce qui était de la part de quelque chose d'irréaliste et puis ce qui était quelque chose au contraire qui pouvait constituer le socle de quelque chose d'important à bâtir. Aujourd'hui, il transmet à son tour à Vincent, le plus jeune de ses fils, ce droit au rêve. Cette liberté que nous possédons tous en nous, à condition de lui ouvrir la porte. Tu vois, quand je te regarde là, c'est comme un ciel de nuit avec plein d'étoiles dans les yeux, comme ça. Et chaque étoile correspond à un rêve. Et à un moment, il faudra choisir parmi tes rêves. Ça va être ton étoile du berger, tu sais, celle qui apparaît la plus proche, la plus grosse. Celle qui fait que même si on est égaré sur Terre, eh bien, quand on regarde cette étoile-là, on sait où on va. Eh bien, ton rêve, ça va être pareil. Ça doit être ça, autrement, c'est pas un vrai rêve. Ça doit être un rêve que tu as envie de suivre. Et tu sais que si tu suis cette étoile-là, si tu suis ce rêve-là, tu ne pourras pas te tromper. Parce que où que tu sois sur Terre, eh bien, tu auras la vue sur cette étoile du berger, tu auras la vue sur ton rêve. Et tu ne perdras jamais de vue, ça. D'accord? Tu penseras à ce que je te dis? Quand tu seras plus grand que moi? Je pense pas. Allez, on va méditer tout ça. À 49 ans, Serge veut donner un nouveau sens à sa vie. Bonjour Jacques, ça va bien et toi? Il veut débuter une nouvelle carrière dans la communication. Et pour ça, il compte sur les recommandations d'un homme avisé. Je venais un petit peu prendre une nouvelle fois des conseils auprès d'un de mes maîtres en communication. Parce que c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même de plus en plus dur. Ce qui manque le plus, c'est l'énergie créatrice. Ouais, tu l'as, ça fait partie de tes gènes. Je l'ai, mais faut pas paniquer. Serge a réussi à convaincre Jacques Séguéla de lui livrer les secrets de sa réussite. Quand tu arrives, tu dis, ça a été très difficile de vous avoir, votre temps est précieux, je vous demande 10 minutes. Vous avez un problème, j'ai une réponse à votre problème. Si elle vous plaît, on en parle plus. Si vous pensez que je suis à côté de la plaque, je vous laisse travailler. Tac, déjà, le mec dit, bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Il se libère l'esprit et il t'écoute. Tu dois toujours mettre ton cœur sur la table. Et ça se voit. Ça se voit déjà dans tes yeux. Tu as toujours été comme ça que tu m'as séduit la première fois que je t'ai vu. Et pour approcher le pape de la communication, Serge a utilisé une méthode peu orthodoxe. Après le tollé sur la phrase malheureuse sur la Rolex, il appelle la radio où celui-ci est invité pour poser une question en direct à l'antenne. Écoutez, Jacques, moi j'aimerais juste que vous me donniez un conseil. Je commence un petit peu dans ce monde de com, et je voudrais que vous me donniez un conseil, c'est comment faire pour ne jamais dire une connerie comme vous avez dit. Et ça l'a fait rire, et il m'a sorti, bah écoute, je voudrais prendre le temps de t'expliquer ça, et je vais t'inviter au resto. Une humanité qui a payé. Pour Serge, ces rendez-vous agissent comme de véritables piqûres d'adrénaline. Il en ressort avec le droit de croire en ses rêves. Donc comme je suis quelqu'un de libre, j'ai toujours envie de continuer mes rêves, d'essayer d'aller là où j'ai envie d'aller. Pourquoi pas m'occuper d'artistes, de leur communication, d'avancer. Et puis je continuerai comme ça jusqu'au bout. Et puis je sais que je vais y arriver. Une détermination à toute épreuve. Oser, ça fait partie de son ADN. Serge utilise les réseaux sociaux à sa manière. Ah bah tiens, lui, je vais essayer de le coincer. Une méthode plutôt gonflée pour se faire un carnet d'adresses.
Serge n'hésite pas à contacter les stars directement sur les réseaux sociaux. Sans gêne, mais toujours avec humour. Hello Luana, ma femme m'a préparé ton délicieux piccata de limone. C'était géant. Baci. L'opération séduction fonctionne, car de nombreuses personnalités lui accordent désormais leur amitié. Serge, il m'a tout de suite intriguée parce que c'était quelqu'un qui était assez spontané. Je ne donne pas, on va dire, mon amitié, je n'ouvre pas vraiment ma porte comme ça si facilement, mais Serge, tout de suite, j'ai eu un contact, un feeling direct. Et quand il m'a dit il faut qu'on se rencontre, on prend un verre ensemble, j'ai dit tout de suite oui. Je suis sollicitée évidemment sur les réseaux sociaux, surtout dès que les gens ont chopé que c'était Véronique et Davina, nanana comme d'habitude. Mais Serge, je sais pas, il y a eu un truc dans ces petits mots qui était d'abord extrêmement ouvert, extrêmement fonceur, extrêmement gentil, aimable. Et ça a fait beaucoup de choses quand même. J'avoue que j'ai un grand plaisir à échanger avec lui. J'aime sa vision du monde. Il a une vision un peu utopiste, un peu marginale, mais en même temps un peu réactionnaire. J'ai l'impression, moi, que c'est quelqu'un qui ne veut que bousculer les contraintes pour justement donner la place à sa liberté. Pour Serge, la liberté prime sur tout le reste. Si un travail ne lui plaît pas, il en change, quitte à enchaîner les galères. Choisir sa vie et ne rien se laisser imposer. Son leitmotiv. Dans sa vie professionnelle comme privée. Comme je te l'ai dit, on est venu faire un petit tour pour choisir des ouais, faire un petit peu, peut-être une petite sélection déjà pour le mariage. Dans quelques mois, il va épouser Nathalie, qu'il a rencontrée il y a 12 ans, à la sortie de l'école de sa fille. Je me souviens, j'ai pris le premier cru, c'est ce qu'on avait bu au mariage de ma sœur. Excuse-moi de te le dire, mais voilà. D'accord. C'était délicieux. Et on avait bu quoi au divorce de ta sœur? Ah, ça va, j'étais sûre que t'allais me le mettre. Qu'est-ce que vous me conseillerez dans 2-3 ans, monsieur? Séparée de sa première femme, Nathalie va bouleverser sa vie. Quand on a vécu des drames dans sa vie, des événements un peu durs, savoir que les rencontres ou d'autres choses s'ouvrent à toi, c'est quelque chose d'important, de positif et qui te permet d'avancer. Voilà. Et grâce à ma petite femme, c'est un petit peu ça maintenant ma façon de voir les choses. Pourtant, si Nathalie est aujourd'hui une alliée indéfectible, au départ, rien n'était gagné d'avance. Il me téléphone et puis il me dit, écoute, ça te dit de venir passer la soirée, je viens te chercher, on peut aller manger quelque part, etc. Oh, je lui dis, non, je te remercie, mais là... Il me dit, ah, bah, c'est dommage, tu manques une bonne occasion de voir un super mec avec un caleçon fleuri ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit, mais quel culot ce type. J'ai bu 3 fois le thé avec lui, mais... Je me souviens que je m'étais dit, mais quel culot, j'ai pas trop envie de le revoir. Un humour qui finira pourtant par la conquérir et qui cache en réalité une profonde douleur. Sous ses airs de Monsieur Tout-le-Monde, Serge a accumulé les drames. Il n'a que 8 ans quand sa mère sombre peu à peu dans l'alcool. Il y avait la violence physique, la violence verbale, il y avait le fléau de l'alcool, il y avait le... comment ça s'appelle le problème du père qui n'est pas le vrai père, enfin, qui se sont greffés. Et tout ça, je l'ai découvert entre mes 8 ans et mes 13 ans, un âge où on est censé commencer un petit peu à se construire. Et j'avoue que là, c'est souvent ce que je dis, c'était plus violent qu'un coup de poing, sauf que je l'ai ressenti plus tard. Son père, lunatique et violent avec sa mère, le conditionne à l'échec et au mal-être. Moi, j'ai souvenir, quand j'avais 11-12 ans, de voir mon père fracasser ma mère. Mais quand je dis fracasser, c'est triple fracture de la mâchoire. Quand on dit une tête au carré, vous savez, quand on dit tiens, il a pris une tête ou elle a pris une tête au carré, moi j'ai un souvenir de ma mère couchée avec une tête carrée, quoi, bleue, etc. J'ai le souvenir devant moi qui lui a mis un coup de couteau, qui l'a entaillé d'ici jusque-là, on voyait quasiment l'os. Serge grandit dans l'insécurité, un sentiment qui ne le quittera plus. À 13 ans, le pire se produit alors qu'il est en vacances chez un ami à Juan-les-Pins. Le téléphone sonne, tiens, c'est ton père, donc je prends le téléphone. Et mon père me dit, Serge, il est arrivé un drame et tout. Et c'est pareil, c'est marrant, quand on a cet âge-là. Première chose, moi, le drame, c'était mon chien, quoi.
Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Voyou, il s'est fait écraser. Non, non, Voyou va bien, tout. Alors, soulagement total, tu vois. Non, non, c'est maman. Puis je dis, maman, quoi? Et puis je me rappellerai toujours, il me dit, elle est morte. La mort brutale de sa mère laisse Serge effondré, mais lui donne aussi la force de prendre désormais toutes les libertés. Je n'ai pas été à l'enterrement, j'étais trop jeune, j'avais pas voulu y aller. Et je me souviens avoir pleuré toute la journée avec mon chien. Mais par contre, je me dis, tiens, ça gueule plus. Je vais rentrer, il y aura pas de... Je veux pas la voir, enfin... T'arrêtes un peu là. Je veux pas l'avoir massacrée, mais bon. Vous vous sentiez en danger, en fait Je me sentais un petit peu en danger, mais je m'en foutais un petit peu. C'est peut-être pour ça que maintenant je m'en fous un peu d'être en danger. Se mettre en danger, mais seulement pour vivre ses rêves. Une philosophie de vie qu'il essaye d'inculquer notamment à Marie, sa fille de 22 ans, bluffée par la facilité avec laquelle son père rencontre des personnalités. Moi, ça m'impressionne. Franchement, ça m'impressionne quand il me raconte ces histoires, d'où ça part. Franchement, je trouve, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi avoir quelque chose. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, je me verrais pas. J'aurais peut-être pas assez de culot ou de choses comme ça pour faire ce qu'il fait. Pourtant, à la maison, les statuts de Serge sur les réseaux sociaux mettent parfois de l'animation. Il met des trucs, notamment l'autre jour sur les rappeurs. Il a critiqué 2-3 rappeurs. Moi, je suis fan de rap. Donc ça m'a énervé, donc je l'ai appelé. J'avais dit que c'est toutes des analphabètes, non. Et j'ai juste mis presque tous. J'ai rectifié. Voilà, mais j'étais pas d'accord. Il y en a certains qui sont très très bons, très très fins. Bah oui, bah tu écoutes au moins. Bah oui. Cite. La Crime, Booba, La Fouine, 50 Cent. Non mais là tu dis ça que j'écoute. Bah non. Mais au-delà de ces légères différences de point de vue, Marie comme Judith, la fille de Nathalie, ont compris grâce à Serge que tout semble possible. Avec une petite dose d'inconscience et de liberté. Jamais j'oserais aborder des gens comme ça, enfin, ça m'intimiderait vachement de voir des gens de renommée quand même importante qui, je pourrais pas les aborder comme n'importe qui par exemple. J'oserais pas, puis ça je pense qu'ils aiment bien chez Serge, donc du coup ce serait pas pareil quoi. Mais pourquoi ce serait pas pareil Madoune? C'est pas que, ils sont tellement différents des autres gens, mais c'est des gens qu'on admire. Et... Non, mais justement, c'est ce que je suis tout le temps en train de vous dire. Faut jamais. Après, t'as abordé, il faut pas devenir ni trop pressant, ni trop fan entre guillemets, tu vois. Les gens, t'essaies, après, puis voilà. Essayez, ne jamais rien lâcher, suivre ses tripes. Une leçon pour le petit gosse de Châlons qui redoutait de rentrer chez lui. Le prix de sa liberté. Banlieue est de Paris, Félix, chanteur et musicien camerounais, a rendez-vous pour un concert avec un célèbre saxophoniste qui a joué pour Barack Obama. Celui qui réussit dans la vie, c'est celui qui insiste. C'est le clou qu'on plante avec le marteau. Tu tapes le même clou, même si ça dure des années, il faut taper. Et à la fin, ça entre, c'est fini. De la persévérance avant tout, le fil rouge de la vie de Félix. Aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands batteurs de sa génération. Mais il continue de répondre présent pour les petits festivals aussi. À taille humaine, comme lui. Pour moi, tout le monde est grand. Du moment qu'il ne me dépasse pas, du moment qu'il m'arrive là. Non mais donc, je joue souvent, c'est vrai, dans les stades, des grands stades.
5 000, 10 000, 500, j'ai joué devant 500 000 personnes. Comme je joue aussi dans des clubs, des petits clubs où il y a parfois 3 personnes, les 3 personnes, c'est des amis à moi que j'ai invités. J'ai autant de plaisir, j'ai autant d'énergie, autant le soleil. Je pense que c'est pas un nombre de personnes qu'on joue, c'est l'amour qu'on veut donner, qu'on veut partager. Si cette quête du bonheur est aussi importante chez lui, c'est parce que son chemin a longtemps été jalonné d'embûches. Sa liberté, il l'a payée au prix fort. Élevé dans la haute bourgeoisie au Cameroun, il a dû renoncer à des avantages de taille. Des immenses maisons avec des jardins, des 15 chambres, des énormes salons, c'était carrément, c'était vraiment le luxe. Les chauffeurs, on en avait 4, des blanchisseurs, des cuisiniers, on en avait 2, des voitures, on en avait une dizaine. Mon père a été inspecteur fédéral, préfet, 5-6 fois ministre, secrétaire politique. Il en a tellement fait que je ne m'en rappelle plus. Il a été surtout mon père en fait, c'est ça qui est le plus important. Un père à l'éducation stricte, qui aurait aimé que ses 8 enfants suivent son exemple. Il en sera autrement. C'est Roger, l'aîné, devenu bassiste, qui ouvrira la voie. Chaque fois que mon frère allait jouer dans les clubs, à Yaoundé, quand on était gamin, ben, on faisait le mur et on allait le voir jouer et tout. Cette vie-là, on aimait ça. On aimait beaucoup ça. C'était moins ennuyeux que rester à la maison. Comme ça, en fait, on était à la maison entre nous, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'amis qui venaient jouer avec nous quand on était gamin. On était dans des grandes propriétés, des tours d'ivoire vides. Venu en France pour ses études, Félix refuse de les poursuivre. Ses parents lui coupent les vivres. L'estomac et les poches vides, il décide de se consacrer malgré tout à sa passion pour la musique. J'étais presque clochard dans la rue. Je dormais beaucoup dans le métro. C'est-à-dire, je faisais les grandes lignes dans le métro et je dormais aussi à la gare de l'Est. En guise de batterie, Félix tape des heures sur un bandana noué sur sa cuisse. Quels que soient les obstacles, il s'accroche à son rêve et voit toujours plus loin. Vous ne pouvez pas appeler ça de la galère parce que, même si ça en était, dans ma tête, j'allais vers quelque chose qui me construisait. Ici, souvent, il y a des Africains qui dorment... qui sont dans la galère, qui dorment à 10 dans une petite pièce comme ça. Ils savent que c'est un passage. C'est un passage, ils vont vers... c'est un voyage. Ils arrivent ailleurs après. Ça, c'est comme ça maintenant. Mais demain, on va voir. Demain, c'est différent. C'est un passage, c'est un voyage. Moi, j'étais en train de faire ce passage-là. Félix persévère. Il s'entraîne à la batterie sans relâche et enchaîne les castings. Jusqu'à ce que Manu Dibango, l'emblème de la musique africaine, le repère au Salon de la musique où il joue avec son jeune frère Armand. Une rencontre qui va changer sa vie. Un jour d'après-midi, je me balade au salon et je vois une paire de gars en train de jouer, mais d'une façon furieuse. J'ai dit, mais attends, c'est quoi comme histoire? Évidemment, ma curiosité naturelle, je vais là, et puis les gars, tonton, bon, on arrête là, et puis par hasard, j'ai dit, tiens, donnez-moi un peu le drink, on ne sait jamais. Hein? Et Manu lui dit, après ce drink, là, Manu lui dit, venez boire un thé à la maison, un café, tout. On passe comme ça au hasard, boire un café avec mon frère. Et Manu lui dit, tu sais comment Manu, il démarre souvent à la seconde, il est ailleurs, il est déjà parti. Et il nous dit, au fait, j'ai une émission Pollen avec Foulki. Il nous dit, je dois partir là, tout à l'heure. Là. C'est bizarre, on m'a demandé des musiciens. Bon, je vais aller seul. Mais au fait, les deux frères, là, puisque vous êtes là, Pendant 13 ans, Félix accompagnera le chanteur sur les scènes du monde entier. C'est un homme de spectacle, Félix. C'est vrai que si je dis qu'il joue bien la batterie, je n'ai rien dit, parce qu'il n'est pas que ça, il est créateur dans ce qu'il fait. En plus, c'est quelqu'un qui est capable de vous tenir les côtes et c'est un raconteur d'histoire. Enfin bref, ça fait partie des gens que tu aimes dans ce métier-là, parce qu'il ne fait pas que faire juste ce qu'on lui demande de faire. Il crée au fur et à mesure, il surprend. Voilà, Félix est surprenant.
Félix commence à se faire une solide réputation. Un jour, il reçoit l'appel d'un certain Pierre Gabriel. Je dis Pierre Gabriel. Il dit, oui, Peter Gabriel. Yeah, Peter, yeah, what's up? Je commence à plaisanter en disant, ouais, c'est un plaisantin. Chante alors une chanson, là, Mercy Street. Looking down an empty street, she can see of a dream. J'entends la voix, je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est la voix de Peter Gabriel qu'il a dans le disque, là. Je lui dis que il me dit, oui, c'est pour une tournée, on a besoin de toi. Il dit, please, wait a second, please. Je dis, je pose le téléphone, je m'en vais dans la salle de bain à côté, je fais... Et je reviens, je dis, yes. Des scènes, il en a vu défiler depuis, dans toutes les plus grandes capitales du monde. Pourtant, il n'oublie pas d'où il vient et combien il a dû se battre pour en arriver là. Quand je dis souvent, la vie c'est comme l'ascenseur, ça monte et ça descend, les gens rigolent, mais j'ai vraiment vécu des choses qui étaient comme ça, quoi. Il y a des amis à moi qui ne savent même pas que j'ai tellement galéré, j'ai souffert dans des endroits, ils croient que je venais toujours avec ma voiture, avec la moto, bien habillée, ceci, j'ai plaisanté, j'ai rigolé, Félix, il est marrant, Félix, il est sympa, lui, hein. Mais tu sais pas d'où je viens, tu sais même pas ce que j'ai mangé hier. Un chemin jalonné d'enthousiasme, mais aussi de douleur et de déception. Pendant des années, Félix a dû lutter contre les idées reçues. Quand on arrive ici à Paris, à un moment donné, je suis confronté à quand même ce qu'on appelle le délit de faciès. Pour arriver à avoir la même voiture que mon voisin qui est là, j'ai dû parfois faire 4 fois plus. Montrer 4 fois plus, prouver 4 fois plus. Quelques bistrots contre un bon repas chaud, te traîner une toile. Nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. C'est la bohème. Ça voulait dire, tu es jolie. Et nous avions tous du génie. Les plus grands font désormais appel à ses services. Paul Simon, Chuck Berry, Sting, mais aussi Prince qu'il rencontre dans un bar. Je suis monté sur la batterie et j'ai commencé à jouer. Ça a commencé à plaire. Et Prince qui était assis là a dit, il est monté, il est venu. Il a dit, je veux jouer dans ce qui se passait. Il a commencé à jouer la guitare. À la fin, je suis sorti, j'étais ruisselant de sueur parce que je n'avais jamais joué autant, aussi fort, aussi longtemps. Et il a pris mes coordonnées, il a dit, gardez ses coordonnées à lui. Il n'est pas reconnu seulement par les grands musiciens, mais aussi par des spectateurs plus inattendus. Au Kremlin, on a vu Poutine qui est entré s'asseoir. Il était assis. On nous a dit, vous pouvez commencer. Et on a commencé à jouer. Et lui, il était comme ça, là. Il regardait pas. On se disait, mais merde, il s'emmerde là. Qu'est-ce que... En fait, comme c'est un ancien espion, il écoutait et il regardait comme ça. Là. Enfin, il écoutait tout parce qu'il est venu dans les loges après pour nous féliciter. Ultime consécration, Félix enregistre aujourd'hui son propre album. Le premier à son nom. C'est avec son compère de toujours, Philippe, qu'il travaille à ce projet. Un compagnon de 20 ans, avec qui il a partagé les galères et surtout les succès. On a fait des musiques de films, on a fait des projets avec Ismaël Lo, avec Faudel, avec Youssou N'Dour, avec Michel Oslo, de Kirikou. Bon, on voit. Au sommet de sa carrière, Félix reste fidèle à ses valeurs et à ceux qui l'ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, pause. Papa. Etienne. Alors tout le monde
monde est là. Sorry. Non mais tu t'es blanchisé, mon frère, ton piment ne pique plus. Si Félix a toujours choisi l'authenticité, il en a gagné ce qu'il possède de plus précieux, le respect de ses pairs. Je pense que Félix a ce côté flamboyant sur scène qui fait que il est tout simplement excellent sur son instrument et en plus sur scène il est lumineux. Moi je dirais que sa grande force c'est de savoir s'adapter dans tout milieu, dans toutes circonstances, tout en restant lui-même. C'est quelqu'un de très spontané et quelqu'un qui... Cette spontanéité-là, on ne peut pas l'arrêter parce que si on l'arrête, on tue la matière, quoi. On tue l'expression, on tue... voilà. Et Félix, il a ce côté où c'est quand il part en live que c'est là qu'il faut capter le moment parce que c'est là où on vit des moments absolument géniaux. Dans la vie, en amitié, en musique. De la musique, des amis avec qui il a partagé. C'est sa recette pour atteindre le bonheur. Son idée de la liberté. Pendant combien d'années ai-je couru après ma liberté? Je ne sais plus. Longtemps, ma seule liberté n'a été que de rêver. Jusqu'à vous. Samuel, tu m'as montré que je ne dois pas avoir peur de partir de temps en temps, sans filer. Serge, j'ai compris que peu importe mon passé, je peux provoquer mon destin. François, tu me rappelles que je dois toujours laisser la porte ouverte à l'imprévu. Félix, avec toi la persévérance prend un autre sens. Tout n'est que passage. Vos passages. Notre passage. Maintenant, je le sais, tout est possible avec nos libertés.